Alors dans ces causes que vous défendez, il y en a sur lesquelles nous sommes en profond désaccord. Ouais. L'avortement, personne ne s'en étonnera. Vraiment, cette question nous divise, nous sépare. Pour vous, c'est un droit fondamental pour les femmes. Et pour nous, catholiques, à la suite du pape François, nous considérons que c'est d'abord un drame fondamental, et pour les femmes d'ailleurs, et aussi pour l'enfant dont on arrête la vie et qui est souvent le grand absent de nos débats. Mais je voudrais, au-delà de ce désaccord, je pense qu'on n'arrivera pas à se convaincre là-dessus, peut-être chercher des points, non pas d'accord, mais sur lesquels on peut quand même se retrouver. Par exemple, vous souhaitez que les femmes qui veulent avorter puissent le faire sans être culpabilisées. Et j'entends bien ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous engagez aussi pour que toutes les femmes qui avortent sous la pression d'un employeur, d'un entourage, ou parce qu'elles sont laissées seules, ou à cause d'une détresse économique, financière ou autre, ces femmes qui voudraient peut-être garder leur enfant et qui aujourd'hui avortent, sont obligées d'avorter, qu'est-ce que vous faites pour elles? Mais c'est là, effectivement, je crois qu'on est sur ce qui nous sépare. C'est-à-dire que je considère, pour ma part, que quand une femme est enceinte, le plus souvent, elle va considérer que c'est un bonheur et que sa grossesse va être menée à terme. Et puis, dans un certain nombre de cas, elle va considérer que ce n'est pas possible dans sa vie. Ce n'est pas compatible, pour mille et une raisons, avec ce moment-là de sa vie. Et elle va prendre une décision. Je suis très perplexe sur ce que j'entends souvent sur les femmes sur qui on fait pression pour avorter. Ce que je veux dire, c'est que de tout temps, les femmes ont avorté. De tout temps. On ne peut pas obliger une femme qui ne veut pas avoir un enfant à porter un enfant, à le mettre au monde. Et de tout temps, les femmes ont mis leur vie gravement en danger pour avorter, quand elles le voulaient. Aujourd'hui, il faut partir de l'idée que les femmes qui veulent avorter le feront. Donc, il ne faut pas leur compliquer la vie. Oui, et je ne crois pas à cette histoire. Des femmes qui ont... Alors, bien sûr, il y a des femmes qui vont vous dire « J'aurais peut-être voulu garder mon enfant, mais ce n'était pas le bon moment de ma vie. » J'ai entendu des femmes se confier en disant... Mais on a une politique familiale de l'accueil. Personne n'était là pour m'aider, je ne pouvais pas le garder. Mais on a une politique familiale qui est une politique familiale d'accueil de l'enfant. Suffisamment? Mais bien sûr, qu'aujourd'hui ces alternatives sont Quand proposées? une femme vous dit je ne pouvais pas garder cet enfant parce que c'était un moment de ma vie, comment la société se mobilise, voyez, pour... Ce n'est pas une affaire de 50 € ou de 70 € d'allocation familiale qui va répondre à cette question. De la société tout entière, oui. D'accompagnement, mais souvent c'est parce que il n'y a pas de papa, ou le papa n'est pas là, et on pense encore souvent que l'enfant est un projet de couple. Aujourd'hui, une femme va vous dire « Oui, j'ai pas pu garder cet enfant parce que je n'avais pas de couple. » Mais ça, personne, ni vous ni moi, n'allons suppléer, par exemple, à ça. Il y a des femmes qui vont vous dire « Moi, je me suis retrouvée enceinte et j'étais toute seule et j'ai décidé que je ferais face et que j'élèverais cet enfant toute seule. » Les autres, elles veulent pas. Ce qui m'étonne aussi dans l'accompagnement de ces femmes, c'est que pourquoi ce silence étonnant sur les conséquences psychologiques que vivent certaines femmes, peut-être pas toutes, après l'avortement? Un médecin me disait qu'il y avait des recherches qui étaient faites aujourd'hui sur le syndrome même lié à la grossesse, sur les difficultés liées à l'IMG, l'interruption médicale de grossesse. Rien n'a été fait sur l'IVG. Et même sur le site du gouvernement que je suis allé voir, on a un médecin qui témoigne et qui dit non, il n'y a pas de conséquences psychologiques. Pourquoi ce déni, ce silence qui ne correspond pas en tout cas à l'expérience d'écoute de beaucoup d'associations et même de nous, prêtres? On entend des femmes qui souffrent et qui se sentent très seules, comme si elles n'avaient pas le droit de dire qu'elles souffraient après avoir vécu cela. Moi, j'entends qu'il y a dans toutes les situations des femmes qui pourraient souffrir, d'autres beaucoup qui ne vont pas souffrir, pour lesquelles une IVG décidée n'est pas un drame psychologique. Et ce que je réfute, parce qu'il faut voir quand même d'où on vient et où on va. On vient quand même d'un monde dans lequel l'IVG était interdite. Elle était un crime, et même un crime d'État pendant l'occupation sous Vichy, et où les femmes qui avortaient étaient des criminels. Donc la charge de la culpabilité, elle est historique sur l'IVG. Et ça fait simplement, depuis 1975, que l'on a inversé cette charge-là en disant aux femmes « si vous voulez avorter, vous n'êtes coupable de rien. » Il ne s'agit pas de culpabiliser ni de juger. Jamais j'irai juger une femme qui a vécu cette expérience. Est-ce que pour autant on a besoin d'être dans le déni
Vous avez dit cette phrase à l'Assemblée nationale qui a beaucoup heurté, où il fait parler une femme qui pratique une IVG n'interrompt pas une vie. Scientifiquement, c'est une vie, on est d'accord. Oui, mais tout est vie. Une cellule, c'est une vie. Un spermatozoïde, c'est une cellule vivante. La question, c'est parce que c'est une vie. Est-ce que c'est une vie humaine? Est-ce que c'est une personne? C'est un être de l'espèce humaine, c'est un être humain. Enfin, aucun scientifique ne vous dira le contraire. Ce sont des cellules vivantes. Aucun scientifique ne vous dira le contraire. Tout le monde le sait. Mais est-ce que... Même la loi Veil ne disait pas le contraire, d'ailleurs. Mais vous comprenez bien que si on dit aux femmes, vous interrompez une vie, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Et il y a une cohérence, effectivement, à dire que si c'est une vie humaine, interrompre une vie humaine s'appelle un homicide. Sur un paquet de cigarettes, on vous dit ne fumez pas parce que vous mettez en danger la santé de votre enfant. Oui, enfin, c'est pour des enfants qui vont naître. Mais c'est pour des enfants, c'est depuis le début. On ne fume pas depuis le début. C'est pour des enfants à naître. C'est vrai pour tout. Depuis. Dès lors qu'on décide de mener une grossesse à terme, on peut prendre toutes les mesures nécessaires pour offrir au fœtus. Mais là, pourquoi on n'arrive pas à avoir un discours qui, à la fois, n'est pas dans le déni, dans la vérité des faits, et en même temps qui n'est pas dans la culpabilité. Parce que vous n'avez pas renoncé sur l'IVG. La raison pour laquelle nous ne lâcherons rien, c'est parce que vous-même, vous n'avez pas renoncé à faire reculer. Je vais prendre un exemple. Vous ne pensez pas que ce serait un progrès aujourd'hui? Non. Je pense qu'aujourd'hui... De diminuer le nombre d'IVG, 220 000 avortements par an? Je pense que ce qui serait un progrès, c'est de diminuer le nombre de grossesses non désirées. Ça, c'est un progrès. Et bien entendu, par conséquence. Mais dès lors que les grossesses non désirées ont ce nombre qu'on connaît, je n'ai pas pour vocation de faire diminuer le nombre d'IVG, c'est-à-dire l'absence de solution à des grossesses non désirées. Mais moi, je vais vous dire une chose sur tout ça. Où je ne comprends pas l'Église catholique, où je ne vous comprends pas. Je comprends très bien la discussion qu'on a. Vous comprenez qu'on puisse ne pas être d'accord? Parfaitement. Et si on n'est pas d'accord, c'est parce que pour nous, c'est une question de vie. Et ça, c'est même pas une opinion, c'est une question de science. Je comprends que chacun, en fonction de ses convictions philosophiques ou religieuses, puisse considérer qu'il ne veut pas ou qu'elle ne veut pas pratiquer une IVG. Voilà, c'est pour chacun. Et jamais je n'irai dire à une femme... J'ai souvent été amenée à rencontrer des femmes qui portaient des enfants avec des lourds handicaps et des familles ont fait le choix de mener les grossesses à terme. Je n'oserais penser quoi que ce soit. Mais si vous pensez ça, il faut que vous soyez les premiers promoteurs de la contraception et même de la contraception d'urgence. Or, vous avez sur la contraception d'urgence le même point de vue que sur l'IVG. C'est que c'est le même effet. Mais Madame Rossignol, et le préservatif, c'est où? Madame Rossignol, on le met où le préservatif à part combien de femmes étaient sous contraception dans celles qui avortent beaucoup? Beaucoup. Voyez. Donc, moi, je crois qu'il faudrait. Donc, et là, peut-être on serait plus d'accord là-dessus. Oui. Il faudrait parler d'éducation, peut-être, davantage, d'éduquer en partie les jeunes, une éducation affective et sexuelle, à une sexualité humanisante, etc. C'est peut-être beaucoup de femmes, vous avez raison de dire que beaucoup de femmes étaient sous contraception, donc ce qui prouve bien qu'elles ne voulaient pas d'enfants. Oui. Et donc le fait que la contraception, pour une raison ou une autre, ait échoué, ne fait pas changer leur point de vue sur d'avoir un enfant. Oui. Mais moi j'ai une question, pourquoi vous n'êtes pas les plus grands promoteurs de la contraception? On est les plus grands promoteurs de l'éducation. Mais la contraception, c'est une éducation. Je crois que il faut éduquer les jeunes à la contraception. Puisque la contraception n'empêche pas, vous voyez... Elle l'empêche quand même. Non, attends, on ne peut pas. On peut pas dire à la télé... Non, mais aujourd'hui, le fait que la contraception soit libre d'accès et dont l'accès est facilité au plus grand nombre n'empêche pas des chiffres d'IVG qui sont très importants. Ce que je veux dire, c'est qu'il me paraît, peut-être qu'on serait d'accord là-dessus pour le coup, qu'il y a un véritable effort, y compris de la part des parents dans les familles, d'éducation sur la vie affective et sexuelle. Ça oui.